Bienvenue dans notre podcast hebdomadaire Perspective. Je suis Emmanuel Koundourist et aujourd'hui j'ai le plaisir de me trouver face à Thierry Van Rentergem, footballeur, étudiant en médecine dentaire, copiste au Louvre et enfin maître distillateur et restaurateur, excusez du peu. Donc restez avec nous si vous voulez en savoir un peu plus. Commençons par le commencement. Vous êtes footballeur, qu'est-ce qui se passe en fait ? En fait, je joue à l'SSR de Moucron, qui est une équipe qui monte au fur et à mesure des divisions. Je suis en division 2 avec eux. Et un 15 août, lors d'un match amical, je suis bien un double tacle. Et j'ai une fracture tibia-péronée. Je suis emmené à l'hôpital et 2 jours après, ma vie va totalement changer. Donc, en croyant que j'allais rester, 2 semaines à l'hôpital, j'y suis resté 1 an et demi. Et j'ai subi 27 opérations jambe gauche parce qu'il y a un syndrome des loges qui s'est greffé au problème de la fracture. Alors c'est ce séjour en hôpital qui va être la porte d'entrée à votre première nouvelle vie. Oui, en fait, c'est le déclencheur de ma vie. Et je ne vais même pas dire nouvelle vie, c'est le déclencheur de ma vie. Parce qu'après, tout va prendre des tournures où le passé qui a été exécuté va mener à l'avenir qui va suivre. Donc je vous explique, c'est-à-dire que j'étais en médecine dentaire, j'ai dû arrêter, je tenais plus debout et je suis quand même resté 1 an et demi à l'hôpital. Donc j'ai bifurqué vers l'archéologie, histoire de l'art. Comme étude, c'est plus facile de lire des bouquins, d'être dans des bibliothèques ou chez soi pour apprendre. Et c'est ce qui m'a fait tourner vers l'archéologie que j'aimais bien depuis que j'étais enfant, parce que j'achetais des archéos, des petites revues qui sortaient, j'adorais ça. Et finalement, quand j'ai appris l'histoire de l'art, je suis tombé amoureux de l'histoire de l'art. Donc l'archéologie, j'ai un peu laissé de côté, sauf pour le côté Moyen-Âge, parce que j'aime beaucoup le Moyen-Âge. Et donc je me suis consacré sur l'histoire de l'art. Et alors vous qui n'avez jamais peint, vous commencez à peindre. Expliquez-moi un peu comment ça se passe, parce que ça va relativement vite. Oui, en fait, tout se passe quand je suis encore sur l'île hôpital à Moucron, à ce moment-là. Et un jour, il me prend l'envie, après un rêve, de peindre. Et je ne sais pas expliquer pourquoi, et j'avais pas tenu un pinceau, peut-être pour peindre un mur chez ma grand-mère quand j'avais 7-8 ans, mais moi, j'avais jamais eu vraiment de pinceau ou de brosse, parce qu'on sert beaucoup plus de brosse que de pinceau. Et je dis à mon père, qui est électricien formation, qui travaillait chez Colitech d'ailleurs à ce moment-là, et je lui dis, tiens, j'aimerais bien que tu lui ramènes une toile, parce que j'ai envie de griffonner dessus, parce que... Et puis il a été me chercher ça, le lendemain, j'avais pas l'Arlequin de Picasso, qui était en fait un bouquin que j'avais dans ma chambre, parce que voilà, j'ai jamais bien regardé les peintures en général et tout ça. J'avais des Universalis aussi, qui étaient une encyclopédie, Bordas aussi. Donc, et c'est des choses que je lisais couramment le soir. Et donc sans formation, vous arrivez à peindre, à copier le style et le... Exactement, l'Arlequin de Picasso. Moi, je l'ai fait avec une larme qui coule, peut-être parce que j'étais dans un moment aussi de plus de détresse, et qui représentait un peu mon état d'âme du moment, mais il était à l'identique. Mon père m'a été choqué, il m'a dit, mais je connais ça d'où ? Parce que voilà, mes parents sont ouvriers employés, ma mère a fait toute sa vie dans la même usine, plus de 40 ans, mon père a travaillé comme employé donc chez Colitech, et il m'a dit, mais t'as vu ça où ? Je dis, c'est dans mon armoire, tel bouquin, page 34, tu vas voir, c'est là. Ok, alors c'est une chose, mais ensuite, vous entrez au Louvre. Comment ça se passe, le contact ? D'abord, je fais archéologie, histoire de l'art. Ça, c'est le point de départ. Donc, je bifurque en archéologie, histoire de l'art. Et je suis repéré par l'école du Louvre, qui fait un concours, en fait. Et qui fait un concours pour voir qui peut intégrer l'école des copistes et restauration du Louvre. Et je suis choisi, sur les 60 personnes, dont les 3 être choisis. Il y a 2 Italiens et moi. Finalement, moi, je vais terminer mon cursus. Il y en a un des 2 qui va aller jusqu'au bout. Je crois encore ce qu'il doit encore l'être maintenant. Et puis l'autre a arrêté en cours de route. Et donc, vous travaillez combien de temps pour le Louvre ? 2 ans. 2 ans de formation. Et puis après, ponctuellement, pour les musées. En fait, c'est une école de formation. C'est comme la Cambre. Après, vous ne travaillez plus pour eux, mais vous êtes mandaté pour les musées internationaux. Ok. Et alors, c'est quoi le lien entre copiste au Louvre et maître distillateur ? De nouveau, où se passe cette nouvelle bifurcation ? En fait, je terminais le cursus, je faisais les mêmes études de copiste en même temps que les dernières années d'archéologie histoire de l'art, qui étaient 4 ans. Et donc, je préparais mon mémoire. Les 2 dernières années, je préparais mon mémoire et j'avais choisi les églises et abbayes du Poitou. Parce que l'art roman, j'aime vraiment beaucoup.
Et j'avais un ami que j'avais rencontré en Espagne. On avait fait beaucoup la fête pendant quelques années et qui habitait du côté de Thouars, donc Poitiers. Et qu'on avait sympathisé, il m'a dit ouais, bah tiens, viens passer quelques temps chez nous et comme ça tu peux faire ton mémoire à l'aise. Et puis je suis là-bas le 31 décembre. Et puis je rencontre un monsieur qui est maître distillateur à Cognac, qui fait du cognac, décédé, paix à son âme maintenant, mais il m'a appris tous les ficelles en peu de temps en fait. Donc je crois qu'une semaine après, j'étais en train de renifler du cognac parce qu'ils étaient en production. Et donc ça a été une sorte de flash, et ensuite vous avez un peu suivi ces cours. En fait, il m'a formé pendant 2 ans. Donc à ce moment-là, il y avait encore la formation de 2 ans et d'apprentissage, hein, comme ils appelaient en France. On est en 1998, hein, et donc je suis sa formation et très vite, je suis en ce qu'ils appellent en roue libre. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai visité, j'ai senti des choses que beaucoup ne sentent pas. Et à un moment donné, j'ai dit tiens, c'est bizarre, ça a changé l'odeur. Tu as senti ça? Il dit mes 2 fils, ils peuvent se promener avec moi, ils sentent même pas. Il dit même moi, je l'ai senti que quand tu me l'as dit. Je l'avais pas encore senti. Donc ça veut dire que c'est là qu'on doit couper parce que c'est le cœur de chauffe qui va arriver, c'est le meilleur produit qui va sortir. Et donc il m'a dit, tu as quand même vraiment tout ce feeling-là, c'est quand même intéressant et ce serait bien, parce qu'il dit, nous on en cherche, hein, on cherche des gens qui veulent distiller, on veut toujours essayer de former des gens et c'est vraiment un sacerdoce, parce que même si on est formé aux techniques, on n'est pas toujours formé à tout ce qui est odeur, goût et tout ça. Et donc pendant ces 2 ans de formation, que vous avez l'idée qui germe de vous lancer dans la distillerie vous-même? Oui, parce que j'ai dû participer des fois à des produits qui n'étaient pas vraiment qualitatifs, hein, en production. Et puis il y a une idée qui me trottait dans la tête qui était la vodka, parce que j'ai beaucoup intéressé d'abord à la vodka. Pourquoi? Parce que je comprenais pas, on parlait beaucoup de pommes de terre, on parlait de plein de choses. Mais en fait, les vrais vodkas d'origine sont du blé. Bon, en Belgique, en France, on a beaucoup de blé. Hein, donc, et je me suis toujours dit, mais pourquoi on n'en produit pas? Et donc, j'ai commencé d'abord par la vodka. C'était mon projet de fin d'apprentissage. Ok, et donc là, on entre vraiment dans le concret de Wave Distill, j'imagine. Vous commencez par la vodka. Comment ça se passe et d'où vient l'idée alors de diversifier les produits proposés? En fait, c'est une vision internationale directement. Donc, c'est-à-dire que faire des monoproduits, oui, ça peut marcher dans votre pays, ça peut marcher à l'international, mais il faut beaucoup d'énergie et de revendeurs parce que si on si on regarde le monde maintenant, même les plus gros groupes se diversifient. Procter & Gamble, Coca-Cola, ils n'ont pas toujours que dans le domaine de prédilection. Et c'est normal aussi pour les distilleries. Les distilleries doivent aussi se diversifier par rapport s'ils veulent toucher le monde, parce que le monde est totalement ouvert avec les porte-conteneurs. Donc, pourquoi pas, sachant que des pays de l'Est adorent la vodka, c'est leur boisson fétiche. Pourquoi pas aller les titiller avec une vodka belge de blé, qui a quand même pris ses lettres de référence, parce qu'au musée de Saint-Pétersbourg, on est présent avec la Cosmique, parce qu'on est quand même le plus proche de la vraie parfaite distillation de la vodka. Parce qu'en fait, sur mon lit d'hôpital, j'avais lu un bouquin de Mendeleïev, qui était la parfaite théorie de distillation. Ah, donc c'était déjà un peu là quelque part. C'est ça. Donc, et lui, il a réussi en une seule distillation à faire quelque chose qui s'assimile maintenant à la vodka. Il faut savoir que tous les spiritueux sont des médicaments à la base, non? Ils ont tous été construits et faits pour ça. Là, c'était pour le tsar. Le whisky, c'était pour la digestion. L'histoire du whisky m'a montré que, au fait, les connivences entre l'Écosse, l'Irlande et la France ont vraiment été importantes, notamment au niveau des alambics et au niveau de la production de whisky. Mais toujours, c'était pour faire digérer ou pour quelque chose. Hein, donc, mais la vodka, ça a vraiment été quelque chose je me suis dit, j'ai envie d'avoir un produit qui soit bon et doux, parce que j'en ai marre que des gens boivent ça et se retrouvent à grimacer. Voilà, donc c'était vraiment mon axe principal. Après, il y a le whisky qui est venu, qui a mis 3 ans quand même avant d'avoir l'appellation, mais qui a été produit directement dans le flé. Vu que c'est de l'orge, on pouvait faire le whisky. Et donc, en fait, si je comprends bien, le fait de commencer par la vodka, ça vous a permis de vous préparer au whisky? Oui, en fait, la vodka, si vous savez faire une mauvaise vodka, c'est très facile. C'est rapide, ça demande pas beaucoup de concentration. En faire une bonne, c'est très compliqué. Il faut vraiment prendre du temps et bien analyser. Je crois que ça m'a pris quand même 2-3 ans avant de réussir parfaitement ce que je voulais. Même si les autres au départ étaient déjà bonnes, vu qu'on est quand même dans du blé, donc c'est bon. Mais ça m'a permis cet apprentissage, ça m'a aiguisé mes armes en fait, pour aller vers l'orge, qu'il faut malter, et puis après on peut faire un new make qui va devenir du whisky. Et ça m'a permis surtout à créer un gin le plus simple possible.
Si je fais pas la vodka, je suis pas sûr que je peux créer un gin comme je le fais maintenant. OK. Et comment, financièrement ça a été gérable? Parce que des bonnes idées, c'est bien, mais il faut arriver, à les mettre en pratique. Vous êtes seul à ce moment-là? J'imagine que c'est uniquement des fonds propres ou vous avez des aides? Parce que je sais aussi que la Wix croyait pas vraiment en votre idée de diversification, hein. Oui, tout à fait. En fait, la Wex, n'y croyait pas du tout. Donc, le premier entretien que j'avais eu à la Wex, quand on était installé à Jean-Blou, parce qu'ici, maintenant, on est à Sorine, mais il m'avait dit, mais non, il y a plein de multinationales dans ce domaine-là, mais il y a des multinationales, comme je l'ai dit, dans tout, dans le papier toilette, dans le crayon, dans tout ce que vous voulez. Donc, il faut absolument penser à plusieurs produits. Oui, mais ce serait bien de se concentrer d'abord sur c'est plus facile pour les marchés et tout ça. Mais je dis, mais non, parce que, en fait, moi, si je vais chez un grossiste, il va me dire, bah non, la vodka, hop, ça m'intéresse pas, j'ai pas vraiment de demande. Donc, ça me- je partais du principe que le départ, c'est d'abord, il faut vendre des produits qu'on peut vendre tout de suite, vodka, gin, pour financer aussi la tente de whisky. Alors, j'y ai mis bien sûr tous mes fonds propres, hein, ce qui est normal, tous les fonds propres accumulés au football ou dans mon travail à Cognac ou au Louvre pour la peinture. Et ça m'a permis, au fait, de tenir les années qu'il faut tenir, en fait. Parce qu'il faut les alambics, il faut l'endroit et puis il faut le temps que ça prend aussi. Oui, tout à fait. Et ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut savoir qu'une production de, on va dire, 200 litres de whisky avec nos alambics de 1000 litres et 480 litres, c'est une journée. Donc, mais il faut 48 heures de fermentation. Donc, on est déjà à 3 jours. Donc, il faut du temps, de l'énergie et surtout de l'argent parce que laisser traîner ça, c'est un sacré pactole là, que vous emmagasinez. Donc, Alors, justement, au niveau gestion, c'est en 2017 que vous vous associez avec quelqu'un? oui, en 2017, j'ai eu la chance par hasard comme toute ma vie est faite de hasard et de rencontres fortuites, et tant mieux. Euh, et toujours quelque chose qui me mène à quelque chose d'autre. Mon point faible à moi, c'était tout ce qui était gestion. Voilà, je savais faire de la comptabilité et tout ça, j'ai pas de souci, mais pas de la comptabilité pointue. Et il me manquait un gestionnaire et une vision extérieure aussi, parce que le problème qu'on a quand on est maître distillateur, c'est que on regarde souvent le guidon et on lève rarement la tête. Donc il fallait quelqu'un qui prenne ma tête et qui la relève d'un coup en disant oh oh oh, oh t'as du potentiel, c'est des bons produits, c'est de très bons produits, tout le monde le dit, hein, des États-Unis jusqu'en Europe, mais il faut peut-être avoir une vision plus, on va dire, comment il appelle, bilantaire, plus gestionnaire, de la progression de la chose. Et donc, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Benoît Berthollet, qui est devenu administrateur de la société, par hasard, parce que j'avais un associé à l'époque qui voulait lancer une application de vente en ligne que je croyais pas du tout. Donc, moi, je me suis déplacé avec des pieds de plomb là où étaient ses bureaux. Quand j'ai eu, il a bien dû comprendre que j'avais des pieds de plomb, parce que moi, j'ai juste pris des bouteilles pour faire des dégustations, parce que comme ça, au moins, j'étais sûr de pas m'ennuyer. Au départ, d'ailleurs, il n'a pas voulu ni goûter le vodka ni le whisky. Et puis j'ai insisté, je dis attention, faut regarder ça dans un autre œil. C'est pas une vodka d'alcool éthylique qu'on a réduit à 40 degrés. C'est vraiment une bonne vodka de blé. Il faut ça. Et donc il a goûté, il dit, mais c'est pas une vodka. Donc, si, ça c'est une vodka. C'est parce que les gens confondent souvent ce qui se vend malheureusement qui est pas trop cher et qu'on dit oui c'est vodka, mais en fait c'est juste d'alcool éthylique qui a été un peu réduit avec de l'eau. Et puis, il voulait pas me goûter le whisky parce qu'il n'aimait pas les whiskies tourbés. Je dis, attention, c'est pas un whisky tourbé, c'est un whisky fumé. Donc, ça peut, et il a goûté, il a adoré. Et on a gardé le contact comme ça, on n'a pas fait l'application. Il nous a vendu comme un NAS de stockage et tout ça. Et donc, on s'est revus 3-4 fois. Puis moi, ça n'allait plus avec mon associé, au fait, je me rendais compte que je faisais tout, dans le commercial, tout, et puis que lui arrivait, posait ses pieds, puis il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est pas ça que je demande comme associé. Puis dans la discussion, lui, il en avait marre de où il se trouvait, et puis on s'est vu, on ne sait plus, et il a adhéré au projet en 2017, et il a eu la vision aussi de mettre vraiment la distillerie. C'est lui qui a cette vision en 2019, où on achète ici à Sorine, une ancienne fermette, enfin un corps de ferme, mais de matériel, de logement de matériel, pas une vraie ferme, elle est juste derrière la vraie ferme. Et donc, c'est lui qui a ce projet-là aussi d'implanter carrément la distillerie et d'avoir nos murs à nous. Et à partir de là, l'internationalisation s'intensifie? Comment ça se passe? Il faut en juillet. En fait, elle a commencé juste avant le Covid. Fin 2019, 2020. On devait signer avec un gros groupe allemand qui s'appelait EDK. EDK, ils avaient flashé, on avait été à Anuga, à Cologne.
Ils avaient flashé sur nos whisky et même le vodka. Hein. Le vodka a passé aussi, le gin un peu moins. Et au fait, le Covid a stoppé ce partenariat. Donc, et après, ils ont décidé de vendre que de l'allemand. Ils ont recentré après le Covid et on n'a jamais finalement rentré chez eux. Mais ça nous a donné l'idée, avoir fait Hanouga à Cologne cette année, en 2019, ça nous a donné l'idée que nos produits plaisaient à l'international. Et ça a été le déclencheur. Et votre port d'entrée, donc c'était les Pays-Bas et la France, j'imagine. Ça, c'est ça, ouais, c'est le départ, oui. Et ensuite, ça vous a ouvert des perspectives pour quel autre pays? Il faut savoir qu'en France, on a été choisi par la Maison du Whisky, qui est une référence mondiale. Ça aide aussi beaucoup. Quand eux, ils choisissent un produit, c'est que c'est un produit qualitatif. Ils sélectionnent vraiment. Et eux, ils ont fait un projet qui s'appelait Microdistillerie. Et comme ça, on pouvait rentrer avec nos produits et qu'ils ont été choisis. Maintenant, on vend de plus en plus avec eux. Et ça a permis aussi une vision à l'international. Ok. Et donc, vous êtes un des derniers développements, et non des moindres, c'est l'Asie, et notamment le Japon, qui est quand même un pays de whisky. Comment ça s'est passé? En fait, le Japon est venu par hasard, juste par hasard, parce qu'on était à Taïwan, donc on a un importateur à Taïwan qui s'appelle Renault, et qui lui nous a présenté un japonais, mais lui voulait aussi implanter le marché du Japon. Et comme on a un whisky qu'il a fait déguster à des gens hautement qualitatifs et pertinents dans le whisky, pour pas les citer, c'est un gros groupe mondial de whisky japonais, qui a dégusté notre 10 ans d'âge, parce que ça a démarré avec le 10 ans d'âge, et ils en ont été fans tout de suite. Et donc, ça a facilité. Et comme on avait notre importateur taïwanais qui a fait le relais, parce que lui parlait japonais, les japonais parlent anglais, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, Eddie a fait le relais. Et vous êtes à quelle quantité d'exportation maintenant, et les perspectives pour après? En exportation totale, on tourne à 60 000 bouteilles, 70 000 bouteilles au total pour l'instant. Les perspectives... Ça vient? Oui, par an. Donc, on a plus de 100 000 cols qui sortent par année, donc tout marché confondu. Et l'objectif, c'est de booster ça jusqu'au million de cols, au fait. Hein. C'est ça, là. On devait vraiment aller de devenir la plus grosse distillerie en Wallonie. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, je crois que ça va pas être trop difficile, mais si c'est juste pour être le plus gros d'ici, ça ne m'arrange pas, j'ai pas envie. Moi, je veux que les gens puissent boire nos produits partout dans le monde. Parfait. Parfait. Et il y a d'autres pays qui sont dans votre ligne de mire et qui sont importants pour vous? Les États-Unis, le Canada. Le Canada a un domaine spécifique, c'est-à-dire que c'est la Société des alcools canadiens qui décide de ce qui rentre sur le territoire, comme la Suède. Voilà, c'est les 2 plus gros contacts qu'on a à finaliser encore maintenant. On y travaille beaucoup. On vient de signer avec Singapour et le Royaume-Uni. Donc, et surtout, on veut se consacrer vers l'Afrique aussi, parce que l'Afrique est en train de beaucoup s'ouvrir. Et l'Afrique, je vais dire, du milieu et du sud. Donc, pas l'Afrique du Sud en tant que tel, mais vraiment le territoire, tout ce qui est Rwanda, Congo, Tanzanie, Kenya, Burundi, Afrique du Sud, bien sûr. Voilà. Je voudrais terminer par savoir ce qui fait un bon maître distillateur. Est-ce que c'est uniquement les contraintes techniques? Est-ce qu'il y a le feeling? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, avec le recul, parce que maintenant, ça fait quand même plus de 25 ans. Au départ, je misais beaucoup sur la technique. C'est vrai que la technique, je me disais, ouais, il faut bien la maîtriser. Avec des alambics en cuivre, c'est même un peu plus facile à maîtriser, mais il y a, en fait, je crois que c'est les expériences qui vont faire que pour une personne. Si une personne déjà s'intéresse à l'alcool, mais pas juste pour être festif le soir, en soirée ou quoi que ce soit, mais qui s'intéresse au vin, à l'alcool ou à d'autres choses, il faut programmer son cerveau à la bibliothèque olfactive. Déjà, ça, c'est la première chose. Pouvoir reconnaître, tiens, ça, c'est pareil pour les repas. Tiens, il y a ça dedans, il y a ça. Quand on commence à ça, on peut déjà aller vers des directions d'un bon maître distillateur et maître chai. Maître distillateur, à la base, c'est juste de la production. Un maître chai, il va faire les assemblages. Et quand on a les deux, c'est super important. Et je crois que c'est avant tout le feeling, mais il faut surtout travailler tout le temps son nez, son palais, sa bouche, son œsophage pour les spiritueux, parce que on doit avaler dans les spiritueux, on ne recrache pas. Ça, c'est pour le vin, c'est très bien, mais pour les spiritueux, parce qu'il y a l'attaque œsophagienne qui est super important. Parce qu'il y a aussi les capteurs qui vont nous dire, bah voilà, la régulation n'est pas bonne, c'est pas assez doux, là, on est vraiment dans le brûlant, et voilà, c'est super important. Mais je crois que c'est vraiment tout. Il faut être passionné
du bien vivre, de la bonne chair, mais de façon très qualitative. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette passionnante histoire, Thierry Van Renterghem. Je vous remercie. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.